Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va, tranquille. Bienvenue sur Info Plocast TV. En ce 16 juillet 2023, les amis, et oui, ça fait déjà un mois que ma mère est partie et je voulais vous faire cette vidéo pour vous dire effectivement toute la gratitude, la reconnaissance que j'ai parce que je n'avais pas pu le faire avant. Pour toutes les personnes qui ont été là pendant ces moments de difficulté et aussi même après, jusqu'à maintenant, quand je vous croise sur le terrain, c'est de la force que vous me donnez. C'est vrai que la mort, c'est quelque chose qu'on doit tous passer par là, on le sait, mais on ne veut pas laisser partir effectivement nos proches, nos amis et tout ça, et vraiment beaucoup de remerciements pour vous. Des personnes que j'ai vues ce jour de présentation du corps, par exemple, je ne m'attendais pas à les voir parce que vous savez, ça fait déjà longtemps que je lutte, que je milite et que je ne le fais sans rien attendre en retour. Comme vous avez vu, ni argent, ni reconnaissance, ni gloire, ni quoi que ce soit. Je le fais parce que Dieu me donne la force de le faire. Alors je le fais. Point barre. Et le jour que Dieu va me dire, Michael, j'ai besoin de toi ailleurs, ben je le ferai aussi. C'est comme aussi, je vous envoie un grand message pour les personnes avec lesquelles je travaille contre la misère. L'association Unité contre la misère. Aujourd'hui, ça fait un mois. Et on devait faire une maraude très exactement le 18 juin 2023, qui tombait pour la fête des pères. On devait faire une distribution de repas, vêtements, kits d'hygiène, enfin tout ce qu'on fait pour les sans-abri qui sont sur la zone Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Et on n'a pas pu le faire parce que quand ma mère est tombée malade le 29 mai, suite à une fumée qu'elle a inhalée, qu'elle a contracté une infection pulmonaire. Donc durant toute cette zone, effectivement, j'avais déjà annulé cette maraude avec l'équipe du bureau, que j'avais demandé à ce qu'on puisse faire cette maraude, comme chaque fête des pères. Et voilà, donc on aura une prochaine distribution de repas pour les sans-abri. Je ne sais pas encore quand, parce que là on est à un mois et vraiment le deuil, je le passe avec. Enfin, tu connais. Je le passe avec soutien. Des fois on est là, des fois on est bien, des fois on est fort, des fois on n'est pas fort. Donc je laisse l'énergie que j'ai surtout pour la famille, donner de la force à la famille aussi et donner de la force aux personnes qu'on milite avec. Comme je vous disais, Dieu m'a fait que maintenant je donne plus de force au niveau de Média 97+, qui est la chaîne qu'on fait pour aider les personnes en difficulté, notamment les soignants suspendus. Et de temps en temps, on travaille aussi avec UCLM, on se donne à fond, on se donne à fond. Mais comme je vous disais, moi ce qui m'a fait super plaisir, c'est de voir les personnes que je ne m'attendais pas à les voir le jour de la présentation du corps. On a donné déjà, la plupart des gens font des veillées le soir. Et ça allait être trop long pour nous de faire le soir, d'attendre un jour de plus et tout. Donc du coup, on a fait que la présentation du corps en journée, un mardi en journée. Donc beaucoup de personnes ne pouvaient pas venir m'envoyer des messages, notamment Mercedes Platon qui s'en est excusée parce qu'elle s'est blessée la veille. Merci à toi Mercedes. Et les autres sont venus sur le terrain, ça m'a fait super plaisir. Donc on va envoyer une grande force pour eux. Déjà, donc il y avait une délégation de soignants suspendus, comme je vous disais. Les soignants qui sont restés près de 2 ans sans salaire, près de 2 ans sans salaire. Et nous, on a lutté, on est rentré dans ce combat avec le collectif des organisations en lutte. On est rentré, et puis jusqu'à plus voir les heures. J'arrivais des fois le matin à 6 heures du matin. Je partais à 23 heures minuit, comme le jour où ils ont enfermé Monsieur Lidomota le 30 décembre. On avait déjà une marche le matin depuis très tôt. On avait rendez-vous à 8h30 devant le palais de la Mutualité. Donc il fallait se réveiller très tôt. 8h30, départ de la marche. Ensuite, à 23h, on était encore à Pointe-à-Pitre parce qu'il a été relâché, il me semble, vers 16h30. Mais on était encore, et on a fait un meeting ensuite qui était devant le palais de la Mutualité qui s'est terminé vers 23h. Donc il y a des jours comme ça, on ne regardait pas les heures. Beaucoup de fatigue pour les gens qui connaissent. On est un média avec pas beaucoup d'expérience, hein. J'ai commencé avec le collectif contre l'impôt corné au Gosier. Et c'est vrai que c'est un peu là que j'ai commencé à voir la lutte
lutte médiatique qu'on peut mener aussi, avec une imposition qui était augmentée de 1180% sur toute la région de la Carle, avec le nouveau président de la Carle, que bon, maintenant on voit un peu ce qui se passe avec l'argent. On le sentait déjà venir, mais cet argent des personnes qui ont construit durant plusieurs années, qui ont fait des économies pour construire, et ces personnes se trouvaient pieds par rapport aux impôts, et c'est pas forcément ces personnes-là qui vont profiter de la façon que l'argent est redistribué, c'est ce qui est vraiment dommage. Mais on est là, on n'est pas là pour parler de ça, on va effectivement rester factuel. Et du coup, donc ça m'a fait super plaisir de voir toutes ces personnes, tous les soignants qui ont fait une délégation, qui sont venus. Franchement, grand merci à vous. Il fallait vraiment que je fasse cette vidéo aujourd'hui, même si cette journée, vous savez, vous sentez que c'est une journée d'amertume, hein. C'est une journée d'amertume, comme, voilà, comme le 16 juin. 16 juin, 2 jours avant mon anniversaire. Ouais. Je voulais mettre des lunettes de soleil, j'espère que je ne vais pas pleurer. Donc j'ai dit non, il faut que je sois courageux quand même. Je vais le faire sans lunettes de soleil, mais on va tenir. Alors du coup, donc la délégation des soignants suspendus, il y avait aussi une délégation avec le collectif des organisations en lutte. Il y avait l'UTS, l'UTC, il y avait plusieurs effectivement branches, mais principalement l'UGTG où il y avait effectivement Monsieur Gabi Clavier, vous savez, qui était secrétaire général de l'UGTG pendant deux sessions, il me semble, deux si je ne me trompe pas. Monsieur Gabi Clavier, grand militant, plus de 30 ans, plus de 40 ans même dans la lutte, et qui était présent, qui était venu, il a même pris la parole. Il a même pris la parole au pupitre quand on a fait un petit mot pour ma mère, et ça m'a fait super plaisir aussi. Il y avait Monsieur Elido Mota, qui était présent. Il y avait Madame Maïté Hubert Mtumbo, qui est secrétaire générale de l'UGTG. Ça fait déjà maintenant plus de 2 ans. Plus de 2 ans, oui, ça fait plus de 2 ans. Elle a été secrétaire générale en juin. Donc voilà, donc il y avait toutes ces personnes où franchement je me dis mais on est mardi quoi. Les gens ils ont beaucoup de choses à faire. Ils se sont déplacés, ils sont venus à Saint-François, ils ont passé un grand moment avec nous. Merci beaucoup, merci à vous. Il y avait aussi le LCDM avec quelques temps, ça fait quelques mois qu'on lutte avec eux à fond aussi. Madame Géadès Gaspard, femme de bout, femme potomitan, merci. Madame Lapessinado et Monsieur Hubert Kiaba, qui est le leader, mais qui ne peut pas être présent ce jour-là, qui avait d'autres obligations, mais qui est venu quelques jours après à la maison, où nous profiter pour nous rester, parler, tibrer de pas mal de choses. Et voilà, de la lutte, hein, parce qu'il y a une qualité comme ça, c'est la nouvelle, c'est ma nouvelle mission un peu, de lutter médiatiquement, mais comme je vous dis, on n'oublie pas les sans-abri. Et chaque fois que je passe, je vois ces personnes qui sont dans la rue en errance, ça me fend le cœur vraiment, ça me fend le cœur de voir ça tous les jours. Notamment Lise, qui est effectivement, comme je vous ai dit, aux abords du McDonald's. On a vu avec le CCAS des abîmes, j'ai vu Madame Guirgou. Elle m'a dit, Monsieur Plocost, on va faire tout ce qu'on peut, je vais vous rappeler et tout. Je l'ai rappelé 2 semaines après, 3 semaines après, j'ai toujours pas de réponse. C'est toujours un peu le même problème qu'on a un peu avec les politiques. On leur amène des informations, mais ensuite ils font pas le suivi qu'il faut. Et on veut pas non plus, on peut pas non plus leur lancer la pierre parce qu'on veut pas prendre leur place. Donc du coup, on n'est pas là pour effectivement faire de la politique. Mais on aurait bien voulu qu'ils puissent s'occuper de cette dame et d'autres personnes qui sont dans la rue, qui sont en errance, et que je pense qu'il y a moyen, même s'ils ont des difficultés psychologiques, il y en a qui disent qu'ils veulent pas sortir de la rue. À un moment donné, ils ont réussi. Il y avait 3 dames qui dormaient, je vous rappelle, devant le CHU, et qui, dès qu'il fallait effectivement les faire sortir, ils ont trouvé le moyen de les faire sortir. Pendant le Covid, on allait leur donner des repas. Donc tous les soirs. Et on préparait des repas pour une soixantaine de plats pendant 1 an et demi. Depuis mars 2020 jusqu'à fin d'année 2021. On était tous les jours à faire des distributions de plats pour les sans-abri. Donc merci aussi à JLD Outils. JLD qu'on connaît, qui est dans la lutte aussi, qui a milité en loup, qui est animateur radio, mais qui n'est pas que animateur radio. Dès qu'il faut venir sur le terrain, il trouve les moyens pour venir et être avec nous, en soutien depuis tous les combats qu'on mène, surtout sur la zone
Sainte-Anne aussi, il était là l'autre jour pour le meeting du collectif des organisations en lutte, vous savez, pour cette mare qui sont en train de boucher. Il était présent aussi, il est présent à chaque fois contre l'augmentation de l'impôt, il était là partout, partout. Donc c'est bien d'être un média et tout, mais comme je vous dis, d'être sur le terrain, de faire les choses en face aussi. Et c'est là qu'on peut montrer effectivement les coronesses. Donc alors, j'envoie aussi une grande force pour toutes les auxiliaires de vie qui ont soutenu ma mère durant ces périodes. Parce que ma mère, comme je vous ai dit, il y a un organe qui a été attaqué, un organe interne, qui est les poumons, infection pulmonaire, suite à une fumée qu'elle a inhalée le 29 mai. Et donc, vu que extérieurement déjà, le cerveau, tout ça, il avait déjà un AVC, il était déjà fatigué. Donc, quand elle a eu ça, ça lui a été fatal. On a lutté, mais on n'a pas pu effectivement avec ça. Et j'envoie donc une auxiliaire de vie. Plusieurs auxiliaires de vie se sont succédés durant toutes ces années. Et plusieurs auxiliaires de vie. J'en ai vu même des premières qui sont venues et la dernière aussi qui était présente, l'une des dernières qui était présente, Madame Dorus, et bien, les autres qui étaient présents aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est la vie. Hein, c'est la vie. On a Monsieur Dorus qu'on s'occupe de lui, qui est sans abri, qu'on demande aussi à qu'il puisse avoir un hébergement. C'est quelqu'un qui a déjà près de 70 ans, qui dort dans la rue. Et on a Madame Dorus, qui effectivement aide ma mère, qui est sa sœur. Donc c'est la vie, c'est comme ça, c'est y'en a l'autre. C'est moi, on aide des gens par là et les gens t'aident de l'autre côté. C'est ça qu'on dit quand tu as un bon karma, bon dit qu'a toujours voulu au monde pour Pessav et Déo. Docteur Mona Hydreville, avec qui je suis resté au téléphone plusieurs heures. Je lui disais, Mona, qu'est-ce que je fais? Docteur cardiologue faisait partie aussi des soignants suspendus, plus de 2 ans sans salaire. Et elle est restée au téléphone avec moi plusieurs heures pour m'expliquer, bon, mais Mika, si ils ont fait ça, parce que vous savez, hein, on a beaucoup côtoyé les soignants, et quand on avait les informations de ce qui se passait au CHU, quand on entendait certaines choses qui venaient comme propositions médicales, donc je voulais avoir un deuxième, un troisième avis, donc j'appelais effectivement les camarades, et elle m'a bien aiguillé. Merci beaucoup Mouna, merci beaucoup du fond du cœur, merci. Toi-même tu sais, député Olivier Servat qui a commencé avec nous depuis un an après la lutte contre la misère. On a commencé en 2007 à aider les personnes qui étaient dans la misère. Et en 2008, le député Olivier Servat, qui fait partie de sa circonscription Pointe-à-Pitre, il m'a contacté pour me dire qu'il voulait aussi nous aider pour cette lutte contre la misère. Il était venu avec 10 galettes d'Ewa pour une distribution pour l'épiphanie qu'on faisait. Ça nous a beaucoup aidé parce qu'on commençait avec pas grand-chose. Hein. C'était juste l'argent que j'avais. J'avais une boutique de compléments alimentaires. Donc chaque fois, je prenais dans la caisse. Et du coup, au lieu de... Parce qu'avant, je voyageais beaucoup. J'allais dans les compétitions de musculation à droite, à gauche et tout. Et je prenais tout cet argent et je le redonnais effectivement aux sans-abri. Donc on n'avait que ça comme budget jusqu'à la fin parce qu'on n'a jamais demandé de subvention. On a demandé de l'aide mais pas des subventions, tout ça. Et Olivier, il est venu, il a dit voilà. Et c'est ça qui m'a montré qu'on peut avoir de l'aide d'un élu, parce que c'est ce qu'on attend des élus. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'après, je pensais que les autres élus auront suivi, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il a amené une belle couronne de fleurs pour ma mère. Et en plus, on était dans une pénurie de fleurs. Il n'y avait pas de fleurs, les amis. Nulle part, nulle part. Ma mère adore les fleurs. Merci, Olivier. Merci si tu vois ce message. S'il ne le voit pas, voyez puis. Voyez par WhatsApp. Bye. Merci, Olivier, parce qu'on a cherché des fleurs partout. La famille, les amis. Pénurie de fleurs. Il y a les avions qui rentrent pas. C'est pour ça. Problème d'avion et tout et tout. Et puis, lui, bon, c'est quelqu'un d'influent. C'est quelqu'un d'influent qui... Voilà, donc. Il a effectivement ses fleuristes, je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, quand on a vu la couronne arriver avec la gerbe d'Ecosabim, j'envoie une grande force pour tout Ecosabim. Et j'avais déjà fait une vidéo de soutien pour eux et ça renforce le soutien que j'ai personnel, à titre personnel que j'ai, parce que c'est quand tu es en difficulté comme ça, ben, quand on dit avec Kimoun, c'est là où on est en difficulté, quoi, vrai, Kimoun, qui vrai ami. Alors, merci Olivier de cette belle couronne de fleurs.
Et bien sûr, à toute la famille sont restés veillés. Ça, c'est aussi, il faut le dire. Parce qu'il y en a qui se parlaient pas du tout. Il y en a qui se parlaient pas. Il y en a qui étaient effectivement fâchés et tout. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, on se rassemble. On a parlé tous les soirs, on faisait des réunions. On parlait, on rigolait, on mangeait ensemble avec la famille. Et c'est vrai que ça nous a rappelé des bons moments. Parce qu'on s'aime, on s'aime. On s'aime dans la famille, les familles, on s'aime, mais les Guadeloupéens même, on s'aime. Et c'est vrai que quand on se croise sur le terrain, tout l'amour qu'on a en nous, tout l'amour qu'on a en nous, on le fait ressortir pour l'autre. Et c'était fabuleux. C'était fabuleux de savoir tous ces beaux moments qu'on a passés ensemble et que ma mère aussi, on m'a beaucoup appris sur ma mère. Parce que ma mère, c'est comme je vous ai dit, ça fait longtemps qu'elle est malade et que quand elle est tombée malade, j'étais encore pas aussi mature que maintenant. Donc, il y a des choses qu'on ne me disait pas en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, j'avais 20 ans, 20 ou 22 ans quand elle tombe malade. Et il y a des choses qu'on ne me disait pas. On ne me disait pas parce que on était trop petit pour moi. Ils savent que ma mère. Mais j'avais un doute parce que j'ai un cousin qui l'appelait Saddam. Saddam, au synonyme de Saddam Hussein, parce que c'était une guerrière. C'était une militante, c'était une guerrière. Et voilà, donc je savais que c'était quelqu'un qui était très forte. Et puis là, on m'a expliqué, franchement, ça m'a fait beaucoup de plaisir de savoir tout ça. Les amis, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont très difficiles. Là, c'est un message personnel. Et on peut soit regarder du côté où c'est le plus triste et dire ouais mais regarde ma maman elle est malade, j'étais asthmatique quand j'étais petit, je pourrais jamais être un grand sportif, j'étais asthmatique, j'étais même dispensé de PS, j'étais ceci, gna, gna, gna. On peut se plaindre toute la journée. Toute la journée on peut se plaindre. Regardez du côté du wagon où tout est noir, tout est sombre. Et on peut aussi se dire non, la vie raide, la vie difficile, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui viennent place ça, il y a des gens qui vivent comme vous, il y a des gens qui vivent des situations, il y a des boutiques de compléments alimentaires, il y a des ceci, des gens, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui t'aiment. Et tout ça, ça tire de la jalousie, les amis. Ça tire de la jalousie parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Et les gens sentent quand tu les aimes pas. Ils n'aiment pas les gens. Et les gens ne les aiment pas en retour. Mais ils voient que les gens t'aiment. Et du coup, eux, qu'est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont regarder du mauvais côté du wagon. Ils vont toujours rester dans ce côté négatif. Sortez de la négation. Voyez le côté positif. Et moi, c'est grâce au sport. Ma mère m'a toujours encouragé dans le sport. C'est vrai que je fais beaucoup de sport, beaucoup de sport. Et ma mère, dès qu'avant, j'ai commencé à traîner un peu dans la rue. Et oui, je traînais depuis l'âge de 14 ans. J'avais déjà mon scooter. Je te dit qu'il y a plus il a pris vieux chimé. Il a marché avec Bougalox derrière scooter toute la journée. Il sans casque. Très certainement, il a fumé drogue. Tu vois, donc il y avait plein de choses comme ça qui se disaient. Et ma mère, c'est ça que je dis, je n'en veux pas aux jeunes qui sont dans cette situation. Je dis, regarde, je ne les en veux pas. Parce que des fois, tu fais ça, mais tu n'as pas suffisamment de personnes qui viennent pour te donner confiance en toi. Et moi, ma mère, mes tantes, mes oncles, à chaque fois, ils sont 10 dans la famille. À chaque fois, ils étaient qu'à venir moi, ils étaient qu'à dire, moi, bon, Mika, où j'ai mangé et tout, tu vois. Donc, ils me jugeaient pas. Ils me jugeaient pas. Ils savaient que j'étais un petit délinquant, tu vois. Mais, vu que j'étais qu'à quand ils rattrapables ou je sais pas, donc du coup, on me voyait toujours, voilà. Donc, chaque fois que j'étais dans ma vie de rue, tu sais, tu vas dans des cités, tu fais des trucs, je faisais des combats de pitbull, tu vois, j'étais même organisateur. Enfin, on était qu'à faire des bêtises, on était qu'à faire des bêtises. Et que ils m'ont toujours traité comme un être humain, comme j'ai fait une vidéo l'autre jour. Donc quand je vois quelqu'un qui me traite comme un animal, ça a fait moi sortir les crocs parce que on m'a toujours traité comme un être humain, malgré effectivement la force de caractère que j'ai de faire ce que je veux. Et c'est ça qui m'a permis effectivement d'être qui je suis aujourd'hui, d'avoir la sagesse que j'ai aujourd'hui. Parce que quand ma mère voyait que je rentrais, elle me disait Mika, tu as mangé et tout. Je rentre chez moi, elle m'a fait un bon gratin, une bonne viande et tout. Et tu vois que tu fais le voyou avec des personnes qui n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que eux, quand ils entrent chez eux, il n'y a rien. Bien souvent, papa là ou beau-père là, carrément maman là coup. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pris conscience de ça très vite. Je me suis dit, Mika, non. Ces gens-là,
que tu es avec eux, ils sont dans une vraie obligation de vie. Ils sont obligés de vivre comme ça. Parce que quand ils me disaient, ouais, entrer en case là, ils m'expliquaient leur vie, tu vois. Et je me suis dit, ma mère fait autant d'efforts pour moi. Mes parents font autant d'efforts pour moi. Mon père aussi. Quand je vais chez lui, il essaie d'avoir une ligne de conduite. Il faut que je fasse aussi des efforts. Il faut que je fasse des efforts. Et c'est les efforts qu'ils ont fait pour moi, pour m'encourager au sport. Quand j'ai dit à ma mère que j'aimais la musculation, je me rappelle, elle m'a donné, tu sais, mon premier bol de développé couché. Parce que depuis l'âge de 12 ans, je fais du sport. J'allais courir le matin. En tout cas, fait petit voyou, moi, j'étais toujours en jouant sportif. En tout cas, fait boxe. En tout cas, fait boxe, moi, j'étais fou mon coup aussi, hein, c'est vrai. Mais en tout cas, fait boxe. En tout cas, fait musculation. En tout cas, fait. Elle m'a toujours réaiguiller avec l'amour. Donc les parents, moi ce que je vous donne comme conseil aussi, pas que les jeunes, hein, mais les parents, continuent à donner de l'amour à vos enfants. Même quand ils sont dans leurs difficultés, cet amour va nourrir quelque chose en eux pour qu'ils puissent sortir de ça. Et avoir un projet, des projets dans la tête pour pouvoir se dire, je pourrais faire ça ou ça dans ma vie. Et c'est cet amour qu'elle m'a donné. M'a acheté mon premier banc de développé couché quand j'avais, il me semble, 14 ans. Donc quand j'étais chez moi, je m'entraînais et tout, en musculation, dans le fait et tout. Mais ensuite, tu es épuisé, quoi. Quand tu vas dans la rue, ben, tu arrives un moment, après, tu as envie de rentrer chez toi pour te reposer, d'aller prendre un bain de mer à clair et tout, tu vois. Alors qu'en tout cas, parti scooter, ah, nous, quand descendre la prête, nous, quand boubou, nous, quand prendre scooter, nous, quand descendre la prête, nous, quand Washington, nous, quand ceci, nous, quand driver, quoi, tu vois. Nous, quand t'es la richaine. Mais quand tu commences à entrer dans une discipline sportive, discipline que je suis jusqu'à maintenant, il me demande quasiment, ouais, nous, pas avoir hier, mais j'étais au sport, les gars, j'étais à l'entraînement. Donc, du coup, c'est soit je suis dans une salle, soit je suis avec des camarades en train de filmer, soit je m'occupe des sans-abri, toujours qu'à ces formes positifs. Mais c'est ça, c'est l'amour de la famille en premier, et ensuite des amis qui viennent aussi. Quand je vous ai dit, là, j'ai pas eu que la famille, il y a pas mal d'amis qui sont venus sur le terrain, qui m'ont donné, c'est une nouvelle famille, la lutte, sont venus me donner la force. Regardez du bon côté du wagon. Moi, en tout cas, ma mère m'a donné beaucoup d'amour, les amis. Et par respect pour elle, je me dois de devenir un homme, un grand homme. Je suis un homme. Je suis un homme. Je n'ai pas prouvé que je suis un homme. Je suis un homme. Je suis un mâle. Mais devenir un grand homme, c'est ce que je veux devenir. Et je sais qu'elle me voit. Je sais qu'elle me voit de là où elle est. Et maman, je ne vais pas te décevoir. De là où tu es, de là où vous êtes, je sais que je ne vais pas te décevoir. Je vais vous faire une dernière confidence, puisqu'on est dans l'heure des confidences. Dernière confidence, c'est que je n'ai pas pleuré. Les amis, la famille était autour de moi, ma mère est partie. J'ai appelé le pompe funèbre et tout. Je suis resté solide. Je suis resté comme un roc, comme nous a dit, resté raide. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté comme je suis actuellement. J'ai géré toute la situation. Je ne pouvais pas m'affaiblir parce que je savais que ce qui allait devenir derrière était encore plus dur. Et pourtant, pleurer, il n'y a rien de grave à ça. Mais des fois, il faut rester solide pour passer certaines épreuves. Et quand je vous parle de là où elle est, la dernière fois que j'avais pleuré, et ça c'est que les personnes qui étaient là ce jour-là qui ont vu ça, la dernière fois que j'avais pleuré, c'était au tribunal de Pointe-à-Pitre pour le procès de Yanis Chipotel. Quand j'ai regardé, parce que j'ai assisté à plusieurs procès des derniers temps, Elido Mouta, Gabi Clavier et tout et tout. Et à ce moment-là, quand j'étais dans le procès de Yanis, par rapport à quelque chose qui s'était passé près du Memorial Act, vous vous rappelez? Et dans le procès, je vois qu'on avait un juge noir. Il y avait une négresse qui était juge. Donc déjà, ça m'a fait beaucoup plaisir parce que les quelques fois que j'étais là-bas, je sentais déjà qu'il y avait une pression coloniale. Tu sentais pour M. Clavier la façon, l'arrogance, même pour la voiture à pain et les deux personnes que je suis allé dans leur procès, la famille Nijebel, la Basse-Terre et tout ça, tu sens que il y a une façon que les gens te regardent, une façon hautaine, ils te regardent de loin et ils te font comprendre que une arrogance, qu'on appelle l'arrogance coloniale, de te faire comprendre on va vous presser aujourd'hui, on vous a attrapé, on va vous presser. Et ça, tu le ressens à travers le regard et l'émotion que les gens font sortir par leur regard et leur comportement d'études comportementales. Et là, quand j'ai vu la négresse qui regardait Yanis et qui lui parlait, qu'on nous a parlé, bon nous,
même si elle parle en français, bien sûr, mais elle comprend les choses. Mais des larmes sont sorties dans mes yeux ce jour-là, les amis. Des larmes sont sorties en pleurer. Glou sorti en zi, moi, pleurer même. Et les gens ne m'ont jamais posé de questions sur ça parce que je pense qu'ils ont compris aussi. C'était pour moi trop, je ne peux pas le retenir parce que quand tu vois, j'ai pensé à dire, il faut que nos générations, on étudie, qu'on est à l'école, qu'on ait des juges noirs, qu'on ait des préfets noirs, qu'on ait des présidents noirs. C'est pour ça que M. Chalus, de temps en temps, a dit regarde Harry, il a fait ci, il a fait ça, mais je reste à mes limites de respect parce qu'on a quand même un président de région noire. Et ça, je reste dans le respect. Dans tout ce que je parle, je ne vais pas le faire pour même. C'est des cornets de temps en temps qu'à voyer, mais au vrai, ça reste dans le respect. Parce que depuis qu'on vrai que nous, même si c'est coulé, c'est mon nous qui va faire comprendre. Mais je pense qu'on va toujours avoir plus d'humanité pour nous des fois. Des fois. Plus d'humanité. En tout cas, ce jour-là, la façon que le juge a parlé à Yanis, ça m'a fait... J'avais les larmes aux yeux de me dire, il faut... Moi, je pense qu'il est peut-être trop tard pour que je sois juge, mais je pourrais étudier. Je suis en formation toujours. Je suis en train d'étudier pour devenir aussi plus instruit. Il faut qu'on puisse s'instruire. Instruisez nos jeunes, les parents. Instruisez-les. Instruisez-les. C'est ça que je voulais dire. Et j'ai pris des notes ce jour-là. Je voulais faire une vidéo ensuite pour parler de ça, mais après, tu sais, j'ai tellement de trucs à faire et tout, et j'ai laissé ça. Donc, c'était la dernière fois. Et l'autre jour, confession pour confession, on continue. L'autre jour, j'étais au cinéma avec la famille. On allait voir La Petite Sirène. Donc, des moments, tu t'attends pas à ça. Donc, je suis resté solide, dur, tu sais, jusqu'au moment où on enterre ma mère. Je suis solide. Les gens pleurent à côté de moi. Je dis, tiens, bon, ça va aller, tu vois, je fais le dur et tout. Et pour La Petite Sirène, à la fin, pour ceux, désolé de spoiler un peu le film, hein, mais ça vous encouragera d'aller le voir, ceux qui n'ont pas vu. C'est un film très adulte où c'est une négresse qui est sirène, une négresse ou métissin, on va dire plus métissin. Donc, vu le roi de l'océan, on va dire c'est une métisse. Mais nous, on dit son négresse. Parce qu'aux États-Unis, même quand tu as 1% de sang noir, il y aura tout son nègre. Il dit que Barack Obama, son nègre. On te dit pas que tu es métisse. Quand j'ai vu qu'à la fin, la façon que ça s'est fait, où elle a montré qu'elle partait, elle avait réussi à avoir son prince charmant et tout, et qu'elle partait, moi la vision que j'ai eue, j'ai pensé à ma mère. Je pense tout le temps à elle, mais là ça m'a pris de court. J'ai pensé à ma mère qui disait, là où j'ai retrouvé ton beau-père. Parce que mon beau-père, qui m'a élevé depuis l'âge de 2 ans, nous a donné beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il s'en est allé il y a une dizaine d'années. Et elle m'a fait comprendre que Mika, je ne suis plus des vôtres parce qu'il y a la famille du prince qui voulait. Putain, je raconte tout le film maintenant. La famille du prince qui voulait que le prince reste avec eux et tout. Et la famille aussi de la petite sirène qui voulait qu'elle reste. Il a dit non, laissez-moi partir. Je dois aller. Je dois aller pour faire ma vie, voyager. On a des envies de voyager avec le prince. Il y a des moments où il faut laisser aller les gens. Et comme je dis, la mort, nous on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais c'est un voyage aussi. Donc c'est là que j'ai pleuré. C'est là que j'ai pleuré. Merci à vous les amis. À bientôt.